Bonjour et bienvenue à votre émission à haute voix. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la corruption dans la société. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater. Je suis avec mes deux invités à qui j'ai dit bonjour. 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 On va commencer avec vous, Jonathan. Vous allez vous présenter. Vous êtes? Bien, je suis Jonathan Zanzou, étudiant en Master 1 sortant, puisque l'année a pris fin. Je vais en Master 2 droit privé judiciaire à l'Université catholique du Congo. Ok. Et la santé? Oui, la santé, ça va, tout va bien. Malgré que vous êtes venu en retard par rapport aux embouteillages et Bon, malheureusement, un fait qui ne dépend pas de ma volonté, la circulation dans ces pays n'est pas toujours aussi fluide qu'on le voudrait et malheureusement, je suis tombé aussi sur ces embouteillages qui freinent parfois la fluidité de la circulation automobile dans le milieu urbain de la ville-province de Kinshasa. De votre côté, là-bas, mais aussi, il y a des maboules aussi. Oui, malheureusement, sur la route entre Université et Victoire, en tout cas, la route n'est pas aussi bonne que ça. Il y a des endroits, en tout cas, où nous rencontrons des nids de poules et ça devient encore pire lorsqu'il pleut, puisque avec la boue, cela ne facilite pas encore les choses. Et avec les canalisations qui sont souvent bouchées, la plupart du temps bouchées, elles sont très facilement recouvertes par l'eau de pluie et on ne sait pas repérer où se limite la route et où commencent les canalisations. Ce qui pourrait à la longue engendrer non seulement peut-être des érosions, mais aussi des accidents de circulation et parfois avec aussi les câbles électriques qui ne sont pas bien protégés. Ça pourrait aussi entraîner la mort avec l'électrocution des personnes qui auraient le malheur de passer par là. Donc malheureusement, cette route-là non plus n'est pas en tout cas en bon état. Et s'il y a moyen de pouvoir l'arranger, en tout cas, ce ne sera pas de refus pour nous. Ouais, on espère qu'ils vont arranger ça très vite. Et on va passer à vous, Eric Atta. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, messieurs les journalistes et Kraskilolo. Je suis très heureux d'être parmi vous en ces jours. Je suis Eric Atta Sousa, comme vous venez de le dire. Je suis pharmacien de formation et cadre de l'ECD. Cher au président Martin Fayoulou. Voilà. Comment va les partis? Oui, les partis évoluent très bien. Nous sommes là, nous battons jusqu'à ce que nous allons récupérer notre pouvoir dans le pouvoir du peuple qui a été cambriolé. Et mes condoléances pour votre frère qui venait de nous quitter dernièrement. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est un problème qui nous frappe vraiment à cœur parce que Kalala Davin, notre frère qui venait de décider, était cadre de décider. Avec lui, nous faisions des marches, on était presque partout avec lui. Et subitement, après la marche du 16 octobre dernier, donc notre camarade a rentré vers la maison, il s'est croisé avec les badauds de l'IDBS et ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. Donc, le monsieur était hospitalisé à Saint-Joseph, donc le samedi 16, le dimanche 18 et puis lundi 19, il a rendu l'âme. Donc, nous sommes vraiment désolés et nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille biologique. Oui. Sinon, les comportements comme ça, vraiment, on espère vraiment que ça ne se reproduira plus jamais dans notre pays. Dans la politique, il y a des combats qui doivent être moraux, si on peut le dire. Ça ne doit pas être physique comme ça, parce que c'est aller jusqu'au point de tuer une personne. C'est pas vraiment quelque chose à louer. On espère bien que le gouvernement va nous aider et le général Kassongo, on espère avec toute son équipe, ils vont nous aider à pallier à remédier plutôt à ces phénomènes. Sinon, c'est avec mes invités aujourd'hui, on va parler de l'impact de la corruption dans la société. On va commencer avec vous, Jonathan. C'est quoi la corruption? Bon, je vais donner une approche un peu plus juridique, étant juriste de formation. La corruption en droit est définie comme le fait de détourner une personne de son devoir pour le pousser à poser des actes qui vont à l'encontre déjà de son devoir et de son honneur, moyennant une gratification.
je ne dirais pas forcément financière, puisqu'il y a plusieurs façons de corrompre quelqu'un. On peut corrompre quelqu'un par un cadeau, ou on peut corrompre quelqu'un par de l'argent. En tout cas, ça peut prendre plusieurs formes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le fait de pouvoir détourner quelqu'un de son devoir moyennant une gratification. Ouais, le fait de détourner quelqu'un de son devoir moyennant une gratification. Ah ben, nos pays n'a continué la vie, on espère que on vous a pas détourné de votre devoir quand même. En tout cas, la corruption d'abord c'est un fléau qui sévit presque partout au monde, mais notre pays, la République démocratique du Congo, est parmi les pays où la corruption sévit du jour au lendemain. Donc, comme l'a dit mon ami ici présent au plateau, donc c'est le fait de détourner quelqu'un de son devoir. Donc, on n'est pas d'accord avec cette pratique qui met tout le monde mal à l'aise, en tout cas. Non, mais sinon, on aimerait savoir c'est quoi, quels sont vraiment les impacts de la corruption dans l'économie d'un pays. Dans l'économie d'un pays, la corruption, comme l'a dit mon cher ami, qui est avec nous aussi sur ce plateau, c'est vraiment un fléau pour le développement d'un pays, d'une société. Puisque dans la corruption, on ne fait plus très bien son travail. On ne fait plus son travail tel qu'on devrait le faire. Et par conséquent, si je peux dire, nos performances en sont atteintes. Et dans le domaine économique aussi, c'est vraiment très remarquable où l'on se rend compte parfois que on est censé, par exemple, développer ce pays, travailler par nos propres moyens pour développer ce pays, mais en passant par la corruption, on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Je peux prendre un exemple concret. Par exemple, j'ai une société et ma société produit, disons, des barres de fer pour les chantiers. Oui. Et normalement, pour avoir certains papiers ou pour avoir certaines autorisations, ça prend quand même du temps. Le temps que l'on vérifie si mes produits sont bons, si mes produits sont comment dirais-je, sont valables ou ils sont approuvés par les services de contrôle. Mais en passant par la corruption, je fais comme une procédure accélérée, que je mettrai entre guillemets, pour faire en sorte que mes produits soient sur le marché de la manière la plus rapide qui soit, sans pour autant vérifier, par exemple, la qualité de mes produits. Et cela pourrait avoir des conséquences dans la population si l'on utilise mes produits, par exemple, pour construire des maisons, et que plus tard ces bâtiments s'écroulent. Déjà une perte du point de vue économique, et tout cela a son soubassement par rapport à la corruption que j'avais posée dans le passé, pour permettre à ce que mon produit puisse arriver plus facilement sur le marché congolais. Et malheureusement, avec tous les problèmes qu'il a engendrés, je risque moi-même de me retrouver fautif, et on ne va pas incomber la faute parfois aux ingénieurs, mais plutôt à moi. Et peut-être même aux autorités qui ont accepté de recevoir cet argent, cette gratification que je leur ai fournie pour accélérer et fermer les yeux sur la mauvaise qualité de mes produits. Ah ben, Eric, attends, vous pouvez nous expliquer nous éclaircir qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ces fléaux dans notre pays? En tout cas, pour éradiquer ces fléaux, il faut l'implication de tout le monde. Donc, l'État a sa part de responsabilité, et puis chacun d'entre nous aussi a sa part de responsabilité. Je dirais, la corruption, c'est un problème sérieux chez nous. Donc, si je peux prendre l'exemple du secteur pharmaceutique, je suis pharmacien. Donc, imaginez que le médicament ou les fabricants, les étrangers, qui nous fabriquent les produits, et des fois, ce sont des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, vous allez vous rendre compte que bien que les produits ne sont pas de très bonne qualité, mais en arrivant ici avec les produits, ils cherchent à corrompre les services ou ceux-là qui sont censés de contrôler, de vérifier la qualité, certifier la qualité de ces produits. Et lorsque ces gens-là seront corrompus, du coup, le produit qui devait être refusé va entrer. Et lorsque ça entre chez nous ici, vous allez vous rendre compte que c'est tout un peuple, toute une population qui lorsque ça entre, mais comment faire pour éradiquer réellement, totalement ces fléaux dans notre pays? C'est pourquoi j'ai dit, chacun a sa part de responsabilité. Oui. Donc, l'État doit jouer un très grand rôle, mais aussi parce que nous condamnons ici et les corrupteurs
et les corrompus. Oui. Donc, tout le monde est corrompu. Tout le monde, donc, nous sommes contre tous ces gens-là. Nous sommes contre toutes ces pratiques. Donc, nous voulons que chacun prenne en main ses responsabilités. Parce que chercher à corrompre, c'est détruire davantage ces pays. Oui. Parce que quand nous corrompons les autres, donc, nous reculons, en fait. Parce qu'il a fallu peut-être qu'il y ait de l'argent venant d'une société, et vu que il y a possibilité de faire des magouilles pour que cet argent n'arrive pas à l'acquis des droits. Donc, vous voyez que c'est la société, c'est le pays qui va perdre. Oui. Donc, nous devons vraiment militer, nous tous. Nous devons lutter pour que ce phénomène disparaisse. Ça ne fait pas un honneur pour un pays tel que le nôtre d'être classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Donc, ça ne fait pas un honneur. Nous devons tous lutter. Chacun a sa part de responsabilité. L'État, oui, parce que c'est l'État qui, en premier lieu, doit imposer des sanctions sévères à tout celui qui va oser les corrompre ou à tout celui qui va se faire corrompre. Et tout le monde aura maintenant la peur de dire que si je prends quelque chose par corruption, si je fais quelque chose par corruption, donc je serai puni par la loi. Et nous avons des textes ici chez nous dans le pays. Vous verrez que même dans nos universités, même dans nos écoles, il y a de la corruption. Or, c'est une pratique que nous devons tous condamner. Et nous les condamnons ici. Nous les condamnons aussi ici parce qu'on n'est pas d'accord avec ces pratiques. Ah, mais nous les condamnons à voix haute. Oui, nous les condamnons vraiment à voix haute. Ça ne dépend pas seulement des autorités, mais ça doit venir aussi de nous autres. Parce que c'est pas les autorités qui vont corrompre. C'est nous qui allons peut-être pour corrompre, comme par exemple pour les grands entrepreneurs. Ouais. Mais sinon, on veut savoir, Jonathan Nzanzu, qui prévoit la justice pour la corruption? Bon, c'est la justice de la RDC a effectivement classé la corruption parmi les infractions. Oui. Les infractions retenues dans le code pénal. Et le code pénal prévoit, disons, le droit congolais prévoit 2 types de corrupteurs. Il y a le corrupteur passif et le corrupteur actif. Et le corrupteur passif, c'est celui qui reçoit l'argent, comme on pourrait dire. Tandis que le corrupteur actif, c'est celui qui corrompt la personne. Le corrupteur passif, c'est celui qui est corrompu. Le corrupteur actif, c'est celui qui corrompt la personne. Et par rapport à cette infraction-là, le code pénal prévoit une peine de tout au plus 5 ans de prison. De prison ferme pour ces genres de personnes. Donc, 5 ans de prison pour les corrupteurs. Oui. Pour les corrupteurs passifs comme actifs, puisque les deux sont des corrupteurs. Mais, na pays na biso on remarque que tozala makasi na kopesa ba décision ba loi disons tozala makasi na ba loi il y a des bons français, il y a des personnes qui parlent des bons français, mais sinon na applicabilité il y a des problèmes ezala. Mais qu'est-ce qui se passe pour que la loi on a vraiment appliquée comme il se doit? Bon, cette question-là de l'applicabilité, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On pose, disons, on vote les lois, mais il n'y a personne pour faire un suivi de ces lois-là, de l'application de ces lois effectives. Puisque, comme l'a dit mon frère aussi, la corruption est entrée dans tous les milieux. Et nous sommes arrivés à un niveau où même la loi quasiment on s'en fout, puisqu'on sait qu'on peut toujours la détourner. On est dans un principe où toutes les lois sont faites pour ne pas être appliquées. Les lois sont faites pour pouvoir s'y déroger. Et la corruption est un moyen, malheureusement, qui est efficace pour atteindre cet objectif-là. Prenons le cas, on a voté une loi où on dit, il est interdit de jeter des sachets non biodégradables sur la rue. Oui. Il y a des gens qui sont peut-être chargés de contrôler l'application de cette norme-là. Mais malheureusement, on constate aussi que ces personnes qui sont chargées de contrôler cette application sont les premiers corrompus. Tu leur donnes un peu, comme on disait avant, Mbotalikasu, et ils ferment les yeux. Surtout Mbotalikasu. Et ils passent. Même avec des roulages et tout. Oui, tu tends la main, tu le salues, une petite salutation bien chargée.
Mais voilà, en Afrique, c'est toujours comme ça, ouais. Il faut Oui. moi geste, et ben, dis-moi, ça passe. Bon, ça passe, mais il faut pas aussi aller dans l'excès puisque on risque d'arriver dans une situation où les antivaleurs deviennent des valeurs. C'est ça le problème. Ce n'est pas interdit de pouvoir donner de l'argent à quelqu'un dans le but de l'aider. Par exemple, on a pitié de lui par pure charité. Je peux bien donner un roulage de l'argent. Mais que ça ne devienne pas une habitude pour que je reçoive, par exemple, des avantages qui vont à l'encontre de ce qui a été dicté. Ouais. C'est ça le problème. Mais on remarque aussi dans le gouvernement, il y a des, ministre était la saliboé, ministre était la fait ceci, cela. Ben, on ne sait pas aussi. Où est passé d'abord l'IGF? Où est passé l'IGF? Ben, ils sont là. Non, ben, on ne sent plus l'IGF, sur le terrain, on ne sait plus. Parce que, maintenant que, moi, qu'on vibrait, ça faisait aussi peur à d'autres personnes. Au lieu qu'il voulait qu'on a publié, qu'on a, déjà, donc, tant qu'il déjà comme on est, qu'il avait détourné quelque chose. Ben, ces temps-ci, on ne sait plus. Les quand on a bon cas avec recrutement, comment c'est pour ça? Parce que vibrer le souci. En tout cas, je ne suis pas ici pour parler de l'IGF, vu que je ne suis pas porte-parole de l'IGF, mais au moins l'IGF existe. L'IGF existait depuis longtemps. Donc, bien même à l'époque de Kabila, l'IGF existait. Et jusqu'à cette époque ici, l'IGF existe toujours. Mais ici, dans notre pays, il y a un problème d'application des tests. Il y a des belles dispositions. Il y a des tests qui interdisent à tout le monde de corrompre ou de se faire corrompre. Mais, qui va appliquer ces lois? Qui va appliquer ces dispositions? Parce que même celui qui est censé de punir un corrupteur, lui-même se fait corrompre. Oh non, voilà, je suis puni. Vous m'avez condamné d'avoir fait ceci ou cela, mais veuillez quand même alléger ma peine et je vous donne autant. Et les gens se font corrompre facilement comme ça. Donc, l'IGF existe, normalement, ils doivent faire leur travail en toute sincérité et l'IGF n'est pas la justice, ils sont là pour faire les contrôles, ils sont là pour contrôler et dénicher même ceux qui sont présumés corrupteurs. Et maintenant, c'est à la justice de poursuivre son travail. Donc, la justice doit maintenant punir ceux-là qui sont condamnés. Ah, mais là, je reviens à Jonathan, parce que l'IGF avait dénoncé plusieurs cas de détournement, mais est-ce que la justice s'implique vraiment à fond pour remettre les choses en ordre? Bon, là, je risquerai un peu de donner d'une manière un peu plus rapide un cours de procédure pénale. Certes, l'IGF peut, comme l'a dit mon frère, il contrôle et il fait un rapport s'il y a par exemple un vice ou une erreur ou une infraction qui a été commise, il fait un rapport au tribunal compétent. Mais les choses aussi ne sont pas du tic au tac aux tribunaux comme ça. Ce n'est pas parce que l'IGF est venu dire que tel a volé directement, on va commencer disons à intenter un procès. Dans la procédure pénale congolaise, on prévoit 2 phases. Ce qu'on appelle la phase préjuridictionnelle et la phase juridictionnelle. Nous sommes plus habitués à la phase juridictionnelle qui commence par le procès. Alors qu'il y a une phase qui est secrète, qu'on appelle la phase préjuridictionnelle. Durant cette phase-là, le ministère public mène des enquêtes encore plus approfondies. Ce que l'IGF apporte, c'est une preuve, mais qui ne peut pas forcément constituer la seule preuve. Le ministère public a le devoir de rechercher encore s'il y a encore d'autres preuves qui peuvent venir appuyer le rapport de l'IGF ou plutôt aller dans un sens contraire. Et cette période-là, disons, les gens ne sont pas au courant qu'elle existe, les gens ne sont pas au courant qu'elle est intentée, puisqu'on ne le dit à personne. Ce n'est que lorsque le ministère public estimera qu'il a suffisamment d'éléments, qu'il introduit alors l'affaire, disons, devant le tribunal. Et c'est quand le tribunal siège. Mais là, c'est plus aussi en cas où l'IGF a fait rapport au ministère public. Si l'IGF a fait rapport directement au tribunal, bon, la procédure peut être plus accélérée, mais souvent, le ministère public toujours doit encore rechercher encore des éléments pour pouvoir constituer un dossier suffisant
pour l'emmener au tribunal. Est-ce qu'il y a déjà eu des remboursements par rapport à tout ce qui a été dénoncé par l'IGF? Bon, on a entendu, c'est vrai, parler des poursuites qu'on intenterait contre les personnes, mais jusque-là, disons, comme ils n'ont peut-être, il y a tellement de tribunaux ici à Kinshasa, il est peut-être difficile quand un procès n'est pas diffusé de pouvoir le suivre à la loupe. Il y en a beaucoup de tribunaux ici, par-ci, par-là à Kinshasa qu'on ne saura pas. Tel a été accusé à tel endroit ou tel a été accusé à tel autre endroit, c'est tel parquet qui s'est chargé de l'affaire. Donc je n'aimerais pas me positionner ou donner un avis catégorique là-dessus, puisque je ne suis pas non plus partout. Je ne sais pas si tel autre tribunal a pu siéger sur une affaire que l'IGF avait emmenée au parquet. Puisque je vais partir du procès 100 jours. Le procès 100 jours a été connu parce qu'il a été diffusé à la télévision. Oui. Mais il y a beaucoup de procès, énormément de procès qui ne sont pas diffusés à la télévision, mais qui sont là. Chaque jour, en tout cas jusqu'au moins au vendredi, les tribunaux siègent pour différentes affaires. Et malheureusement, les chaînes locales ne diffusent pas ces procès-là, ou bien n'ont peut-être pas l'autorisation pour les diffuser. Alors souvent, on ne sait pas faire un suivi de ces différentes poursuites qu'aurait intenté l'IGF. Ah ben, donc, comme ça, Eric, on peut dire que l'IGF fait bien son travail. Si on peut le dire par rapport, d'après ce que j'entends vient de le dire, mais voilà. On peut dire que l'IGF fait bien son travail. Oui, bon, en quelque sorte, oui, l'IGF travaille. Ce n'est pas les débuts qui justifient les moyens, c'est la fin d'une chose qui justifie les moyens. Donc, après le travail qui est fait par l'IGF, donc il faut qu'il y ait maintenant une bonne suite. Parce que l'IGF apporte ce qu'il peut apporter. Et s'il travaillait en toute traçabilité, en toute indépendance, sans influence, donc tous ces gens-là qui étaient cités dans les rapports, donc l'IGF, tous ces gens seraient emprisonnés. Et puis, même s'ils sont en prison, ces gens-là devaient rembourser l'argent de l'État qu'ils ont détourné. Or, ici, comme l'a dit mon frère ici présent, donc on ne sait pas si cet argent a été remboursé. Il y a plusieurs procès qui sont passés ici, et ça continue même, mais on ne sait pas si ces gens-là, même lorsqu'ils sont en prison, après avoir épuisé leur peine, est-ce qu'ils remboursent l'argent du trésor public qu'ils ont volé? Parce que la majorité, ce sont des gens qui volent l'argent de l'État. Or, voler l'État, c'est mettre à genoux tout un peuple. Ah ben, qu'est-ce qu'on peut dire à la population par rapport, parce qu'ici, on attend un Marbaïjaf, on attend que des millions et des millions de dollars. Mais on ne sait pas voir clair dans tout ça. Oui. Des millions de dollars, oui. La majorité des gens qu'on a entendu, affaire Boukangalo, la majorité des gens qu'on a cités dans le rapport IGF, ce sont des gens qui ont détourné des grosses sommes d'argent. Or, la corruption dont nous parlons ici n'est pas seulement synonyme de millions. La corruption n'est pas seulement synonyme de millions. Parce que quand un étudiant va corrompre son enseignant, il n'amène pas des millions. Mais il s'est détruit et détruit les pays. Lorsqu'on dit ne peut exécuter la pharmacie que celui qui est inscrit dans le tableau de l'ordre des pharmaciens. Mais vous voyez ici, parce que tout le monde a sa pharmacie. Vraiment, parce que même des nitriline, voilà. c'est, ça se vend dans des pharmacies. Vous voyez que les gens non initiés, les gens qui ne savent rien de domaine pharmaceutique, les gens qui ne sont pas professionnels, quand même manipulent les médicaments. Or, c'est interdit, les médicaments, ce sont des produits qui ne peuvent pas être manipulés par qui que ce soit, parce que ce sont vraiment des vies des gens qui sont mises en danger. Donc, il faut que les spécialistes, et c'est là qui en savent quelque chose, puissent le manipuler. Alors, vu qu'il n'y a pas l'applicabilité de toutes ces lois, donc tout le monde peut maintenant
jouer avec les médicaments. Ah ben, dernièrement, Denis Kadima et 11 membres de son bureau, ils ont y prêté serment. C'était le 26 octobre dernier. Ah ben, qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de la République d'aller annoncer ces bureaux-là? Donc, je dirais c'est vraiment une très mauvaise décision parce que Kadima n'est pas les choix des Congolais. Et tout en sachant aussi des autres confessions religieuses ne sont pas d'accord. Voilà. Kadima n'est pas les choix des Congolais. Sa désignation est attachée de plusieurs irrégularités. Donc, déjà que Kadima est le candidat du chef, déjà que Kadima est membre de l'UDPS. Or, nous voulons quelqu'un qui va travailler en toute impartialité. Nous voulons quelqu'un qui sera indépendant. Nous ne voulons pas quelqu'un qui sera redevable à un camp politique donné. Donc, nous voulons peut-être quelqu'un qui sera là pour nous donner de bonnes élections. On a vécu le même scénario avec Kabila à l'époque de l'abbé Malmal. On a vécu ces mêmes scénarios avec Ngoï Mulunda, on a vécu ce même scénario avec Corneille Nanga. Et tous ces gens-là nous ont produit des mauvaises élections ici. Et ces élections nous ont induit en erreur. Ces élections ont ramené le pays au rabais. Donc c'est pourquoi nous disons qu'Kadima n'est pas le choix des Congolais. Nous, on n'est pas pressés, nous attendons. Nous savons qu'il y a des fortes manifestations qui sont déjà programmées. Nous sommes là, nous allons nous impliquer pour que Kadima ne puisse pas jouer avec les Congolais. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, ils veulent encourager Kadima à travailler, comme ça a été le cas avec la Cour constitutionnelle. Donc quelqu'un connaît déjà, j'ai ma Cour constitutionnelle, j'ai ma CENI, et donc je suis d'office élu. Alors nous, on ne veut pas ça. Vous voyez, la démocratie, c'est un bon jet. La démocratie, c'est un bon jet. Donc, il faut qu'il y ait un arbitre qui sera neutre. L'arbitre ne peut pas être d'un camp. Imaginez que nous sommes ici. Moi, je joue avec toi. Nous sommes des équipes différentes. Mais toi, l'arbitre, c'est quelqu'un de ton équipe. Comment celui-là qui est de ton équipe va maintenant t'aider à ne pas échouer? Ça ne se fera pas. Donc, il fera tout pour que tu puisses remporter les matchs. C'est pourquoi nous voulons quelqu'un qui sera neutre. Nous disons non à Kadima, nous disons non à tout ce qui s'est fait, en commençant par les 6 confessions religieuses qui ont choisi Kadima, en commençant par eux, en allant jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est là qui ont entérimé Kadima. Et aussi, nous fustigeons les comportements qu'a affiché M. Tshilombo Tshisekedi en nommant M. Kadima comme président de la CENI. Donc, nous sommes contre toutes ces pratiques. Vous êtes contre, c'est toujours ça, vous avez toujours été contre Mahamadou Niasso. Mais depuis hier, il y a eu interdiction formelle pour Nzembo, Tonini, Tosalité. Depuis hier, les autorités ont donné des injections d'après la chanson, que la chanson ne peut plus se jouer dans toute l'étendue de la République. Votre point de vue? Bon, merci pour le droit du verbe. Mon point de vue sur cette question, sur ce problème qui actuellement nous assaille, c'est que je ne pense pas que les autorités devraient s'appesantir sur ça. Il y a un dicton qui dit « qui se sent piquer se mouche », dit-on. Et il y a plusieurs manières d'interpréter cet acte-là. On pourrait se dire, est-ce que le pouvoir en place ne se sentirait peut-être pas visé par rapport à cette chanson, puisque en essayant un peu de retracer les paroles de cette chanson, la chanson en fait fait un récapitulatif des différents régimes politiques, des différentes autorités qui sont passées à travers la haute magistrature, comme on dit, de notre pays, en donnant les différents problèmes de chaque régime, le régime Mobutu, le régime Kabila, et en passant par le régime Tshisekedi. Bon, je ne pense pas, ils sont en train de dire les réalités que vive la population. En tout cas, moi, je trouve que c'est très exact, c'est très vrai. Et je ne vois pas pourquoi les autorités devraient s'appesantir sur cette chanson. Alors qu'il y a d'ailleurs beaucoup de chansons aux paroles encore plus obscènes qui sont là.
qui circulent dans notre société. On les chante couramment dans notre quotidien, mais pour une chanson qui relate les problèmes de la société, une chanson qui essaie un peu d'ouvrir les consciences, on veut l'étouffer. La liberté d'expression est consacrée même par la Constitution, comme dans notre pays aussi. Et par conséquent, je n'arrive pas en tout cas à comprendre quels sont les arguments que ces autorités pourraient avancer pour pouvoir censurer cette chanson. Mais il paraît que c'est pas la première fois que le groupe soit interpellé par rapport à tout ça. Mais ben, interpellé là-bas, déjà une fois. Et on a une deuxième forfait directement, interdiction. Je dirais, les musiciens n'ont pas tort. Ils ont fait leur travail. Et vous allez vous rendre compte que tout régime des usurpateurs, tout dictateur passe par ce même chemin. Donc ça prouve que M. Tshilombo est dictateur. Ça prouve qu'ils ont usurpé les pouvoirs du peuple. Donc ça se voit. Parce que pourquoi? Là, ça n'engage que vous d'après la chanson, mais ils n'ont pas dit ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne condamne pas l'artiste ici. Parce que l'artiste a chanté. Et puis, dans cette chanson, vous ne verrez aucune parole qui touche à la Mecque. Donc, c'est une chanson que les Congolais peuvent chanter en toute fierté. Moi, je peux chanter cette chanson. J'ai pas adoré cette chanson. Oui. Mes enfants doivent savoir que Nini na salate na mboka oyo. Depuis que je suis né, Nini na salate. Depuis que mes parents sont là, Nini va saliter. Et pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation? C'est quelque chose qui doit, par contre, nous éveiller. C'est quelque chose qui doit nous remettre dans les droits chemins. Ça ne peut pas faire objet d'une interdiction ou d'une poursuite judiciaire. Donc, c'est pourquoi j'ai conclu en disant, c'est tout dictateur passe par ce même chemin. Donc, vous allez vous rendre compte que Kabila l'a fait, Mobutu le faisait, et Tshisekedi le fait aussi. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? En tout cas, et les programmes de votre parti aussi. Je dirais, merci beaucoup à tout le camarade de l'ECD. Merci parce que nous sommes en train de mener un combat noble. N'oublions pas que la victoire nous appartient. Les peuples gagnent toujours. Donc, soyons déterminés. Déjà, les 13 ici, nous serons dans les riz de la République démocratique du Congo, parce que c'est les 13 novembre ici, parce que nous aurons une marche nationale. Et ça devait être le 6 novembre. Ah, voilà. Ça, c'est notre problème, parce que nous avons programmé, la marche, c'est pour l'église catholique et l'église protestante, y compris tous les partis et les forces vives du pays qui sont venus se joindre à ces deux confessions religieuses. Alors, vous voyez que ils ont programmé la marche pour les 6, les gens de l'Union sacrée, et aussi ont décrété leur marche pour les 6. Nous nous sommes dit, vous venez parce que vous nous avez vu mettre cette date ou quoi. Comme ça, nous vous laissons faire votre marche et nous attendons une semaine après, nous allons faire notre marche. Ils n'ont pas fait leur marche. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'eux aussi ils feront leur marche, c'est leur meeting, le même 13. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous avez votre marche, vous marchez dans l'itinéraire Nabino et puis eux aussi ils vont faire leur meeting dans leur coin. Tout ça, c'est parce que nous, notre activité est nationale. Vous voyez, quand notre ami qui venait décéder, était décédé ou alimité ici. C'est en quittant première rue ici, Saint-Raphaël, pour rentrer à Tchango, qu'il s'est croisé avec le badaud de l'UDPS. Donc, soyons là, soyons nombreux pour soutenir nos pères spirituels. Ce sont eux qui ont convoqué cette marche et nous allons être là pour dire non à Kadima, pour dire non à la dictature de Fachi et pour dire non à tous les usurpateurs du pouvoir des Congolais. On espère juste que la marche sera pacifique. Sinon, votre mot de la fin, Jonathan. D'abord, remercier ce plateau pour m'avoir permis de m'exprimer, nous avoir permis de nous exprimer à travers les médias qui sont actuellement une force non négligeable de notre pays. Et j'aimerais simplement appeler tous les Congolais à l'éveil de conscience.
puisque on entend parler que non, est-ce que c'est toi qui arrangeras ces pays au Bongsambo, alors que le Congo, c'est le nôtre. Le Congo, il n'est qu'un seul. C'est le seul pays que nous avons, pas comme d'autres qui ont des départements outre-mer. Et donc, le problème du Congo doit être le problème de tout Congolais. Et donc, j'appelle un peu les Congolais à l'éveil des consciences, à retrouver nos valeurs, nos valeurs qui nous caractérisent, nous d'abord en tant qu'Africains, et aussi en tant qu'humains et bons citoyens, afin que nous puissions vraiment porter à cœur ce pays et que nous puissions nous battre toujours pour son développement dans tous les domaines. Merci. Ah ben, ça n'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo. Sinon, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à très bientôt.